Bienvenue à cette série, toute nouvelle série de capsules dont le thème principal est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la didactique de la grammaire. En fait, c'est une nouvelle série de capsules qui fait suite à une précédente série où on traitait de grammaire rénovée. Et ces capsules-là sont disponibles sur la chaîne YouTube de Prof Boyer que je vous présenterai dans quelques instants. Alors, je suis Francesca Sinotte, chargée de cours au département des sciences de l'éducation de l'UQTR et c'est moi qui va animer cette série de capsules encore une fois. Alors, je vous présente donc ma collègue Priscilla Boyer, qui est professeure titulaire au département des sciences de l'éducation et une grande spécialiste de la didactique de la grammaire. Bonjour, Priscilla. Bonjour. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi on a décidé ensemble de poursuivre ces capsules-là sur l'enseignement de la grammaire cette fois. Oui, c'est vrai que c'est important de parler de grammaire dans les premiers cours, là, quand on est à l'université, pour clarifier certaines choses. Mais ce qui, moi, m'importe encore plus que la grammaire, en fait, c'est comment on l'enseigne et comment les élèves l'apprennent. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête et comment on peut favoriser cet apprentissage-là. Ce que je constate comme formatrice dans les écoles, dans les centres de services scolaires, c'est qu'il y a encore vraiment beaucoup d'enseignements traditionnels de la grammaire. On ne sait pas trop quoi faire avec cette patate chaude-là. On donne des règles, on fait faire des exercices dans des cahiers, c'est plutôt des exercices très traditionnels, de la drill, de la répétition, mais c'est comme si on n'osait pas là, expérimenter trop en dehors de ça. Alors qu'il existe plein de méthodes d'enseignement intéressantes, amusantes, plus pour les élèves, mais aussi pour l'enseignant en classe, qui ont fait leurs preuves et qui permettent vraiment de faire un bon enseignement de la grammaire. Donc, ce que j'essaie de faire cette série-là, puis toute mon équipe dont tu fais partie, c'est vraiment d'essayer de donner le goût d'expérimenter des nouvelles façons de faire de la grammaire en classe. D'accord, c'est fort intéressant. Puis, aujourd'hui, on va traiter d'un concept bien particulier. On va aborder la controverse constructive. Controverse constructive. Il y a le mot controverse dans ce concept-là. C'est pas un peu péjoratif comme terme? On pourrait le voir comme ça, mais non. La controverse constructive, c'est une méthode d'enseignement. D'accord. Et c'est une méthode d'enseignement qui n'est pas propre à la didactique de la grammaire. Donc, on peut la retrouver dans plein d'autres disciplines, beaucoup dans des disciplines comme des sciences d'environnement ou parfois le CCQ ou citoyenneté. Dans des champs ou dans des domaines dans lesquels il y a des controverses, puis on veut que les élèves ou les apprenants apprennent à discuter entre eux, à échanger leur point de vue, à s'ouvrir à d'autres opinions ou d'autres façons de faire. Bon, disons qu'en grammaire, on a moins des enjeux de cet ordre-là. Il peut en avoir, là, ceci dit, mais on a plutôt des enjeux de construction conceptuelle, donc des enjeux aussi simples que de dire, bien, je sais pas, dans le fond, c'est quoi un verbe? C'est quoi un adjectif? Tu sais, des fois, ça fait 6 ans qu'on enseigne les mêmes notions aux élèves, puis ils sont encore pris dans des anciennes représentations. Ils ont encore l'impression qu'un verbe, c'est un mot d'action, qu'un adjectif, c'est un compliment ou une qualité. Puis, ben, ça fait en sorte que même rendu à l'université, ça reste comme représentation. Et c'est ça qu'on veut venir amener en discussion, on veut venir casser ces éléments-là. Donc, oui, il y a de la controverse, mais c'est de la controverse autour de notions grammaticales plutôt qu'une vraie controverse là, qu'on aurait dans la vie de tous les jours. Là. Ah, d'accord. Donc, une controverse dans le sens où il y a un genre d'échange de principe, d'échange d'idées de la part des élèves. Oui, c'est ça. C'est qu'ensemble, ils arrivent mieux à cerner un objet que seul. Et le fait de discuter comme ça autour de controverses constructives, une des parties importantes de la controverse constructive, c'est qu'on mise, dans le fond, sur la création de conflits cognitifs.
Puis, c'est vraiment à la base de la controverse constructive. On veut que les élèves aient un choc, en fait, réalisent qu'ils ne partagent pas tous les mêmes façons ou les mêmes visions autour d'une notion grammaticale. Ce conflit cognitif-là est vraiment très, très important. Le conflit cognitif comme tel, que tu nous expliques brièvement, va faire l'objet à lui seul d'une éventuelle capsule. Oui, oui. On va en reparler parce que c'est intéressant en grammaire, cette idée de conflit cognitif. Je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, mais c'est vraiment à la base de la controverse. L'idée, c'est qu'on veut qu'il y ait un choc entre ce que l'élève pense savoir et le réel, en fait. C'est ce qu'il y a devant lui ou les énoncés qu'il y a devant lui. Je vais donner un exemple, ça va peut-être aider à comprendre. J'aimerais ça, oui. Il y a des notions clés comme la notion de verbe, j'en parlais tantôt. Pour des élèves, un verbe, c'est un mot d'action. C'est la première définition qu'ils apprennent. C'est celle qu'on leur enseigne d'ailleurs assez souvent. Et malheureusement, cette définition-là est vraiment incomplète. Or, je peux proposer aux élèves, par exemple, des phrases dans lesquelles je vais avoir, mettons, son lancer était extraordinaire. Et le mot lancer, est-ce que c'est un verbe? Bien, c'est une action. C'est une action. Mais dans la phrase que je viens de mentionner, c'est pas un verbe, techniquement parlant. Et donc, le réel, tu sais, la phrase que je leur propose, entre en conflit avec leur représentation. Peut-être que l'élève numéro 1, lui, il le voit pas. Mais dans l'équipe, l'élève 2 puis l'élève 3, eux, ils ont un petit doute. Puis là, le fait qu'ils soient ensemble en train de discuter, bien, ils vont argumenter pour savoir si oui ou non lancer est un verbe ou n'en est pas un. OK, mais moi, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu l'espèce de démarche, là. Comment on organise ça, là? Premièrement, il faut planifier, là. Oui. La planification, c'est vraiment un aspect important. Si tu veux, je mets ça de côté pour l'instant, on en reparlera tantôt. Mais pour donner une meilleure idée de la façon dont ça peut se passer en classe, là, on pourrait prendre l'exemple de la notion de phrase, qui est une notion un peu floue. Hein? Qu'est-ce qu'une phrase? C'est pas toujours si évident. Je pourrais prendre la notion d'adjectif aussi, qui est une notion sur laquelle les élèves ont beaucoup de représentations fausses. Là. Lorsque je veux faire une controverse constructive en classe, je sépare toujours mon activité en 2 temps. Dans un premier temps, c'est une activité individuelle. Donc, tous les élèves doivent réfléchir à savoir, bien, c'est quoi un adjectif? Comment je fais pour le reconnaître? C'est quoi les manipulations que je vais utiliser pour l'identifier? Donc, on leur donne quelques minutes pour se remettre en mémoire leur connaissance à propos de l'adjectif. Une fois qu'ils ont fait ça, on a choisi nos 10 énoncés à problème. Et les élèves ont des mots qui sont soulignés, puis ils doivent dire, toujours individuellement, « Ah oui, ça, je pense que c'est un adjectif. Ça, je ne suis pas certain. Ah, lui, c'est sûr que non. » Puis se poser cette question-là. Déjà, à cette étape, il y a eu possiblement des conflits cognitifs qui ont émergé parce que juste à ce moment-là, avec lui-même, l'élève a eu des hésitations, puisqu'on a mis des cas compliqués. Donc, l'élève a eu des hésitations, puis ça remet un petit peu en question peut-être ce qu'il nous avait écrit au début. Tu sais, il y a déjà un petit peu, ça bouge un peu, là. D'accord. Mais c'est pas suffisant. La deuxième phase est vraiment importante. Après ça, on remet les élèves en équipe ensemble et là, on les oblige à avoir un consensus. Donc, ensemble, ils doivent décider si les 10 cas qu'on leur a présentés, oui ou non, est-ce que c'est un adjectif et pourquoi, ou oui ou non, est-ce que c'est une phrase et pourquoi. Et là, dans l'obligation de consensus, c'est là qu'ils vont réaliser d'abord, personne n'est d'accord. Donc, ils ont tous des opinions différentes. Des fois, ça arrive qu'ils sont tous d'accord sur un énoncé, mais il y en a toujours un ou deux, là, que c'est sûr qu'il va en avoir qui s'accrochent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même représentation de c'est quoi un adjectif. Et là, ils sont obligés de négocier le sens de l'adjectif entre eux. Bien, ils vont sortir leurs arguments, là. Puis les arguments, c'est des arguments de nature grammaticale, tu sais. Ouais, mais c'est pas juste une qualité, un adjectif, puis je peux te donner des défauts, ou je peux te donner des couleurs, par exemple, ou dire pédagogique, ça peut être un adjectif. Puis l'autre est là, moi, je pense pas que pédagogique, c'est un adjectif. Puis là, ils sont en train vraiment d'argumenter. Ça dure un certain temps, hein, des activités comme ça, une bonne demi-heure de discussion parfois, avant d'arriver à un pas pire consensus au sein des équipes. Puis ensuite, on peut même faire un partage de groupe pour voir, bien, finalement, où vous avez tranché, et puis constater que même entre les équipes,
on n'a pas atteint cette espèce de consensus. Ça prouve qu'on a encore quelque chose à apprendre à propos de l'adjectif. Donc, la controverse constructive précède l'enseignement d'une notion. Exactement. On ne fait jamais une controverse constructive à la fin d'une séquence d'enseignement. On va démolir, on va démolir nos élèves. Le but, c'est vraiment de faire ça au début de la séquence, où là, on vient déstabiliser ce qu'on appelle, dans le fond, l'échafaudage de connaissances que les élèves ont en grammaire. Tu sais, les connaissances ont tous des liens entre elles. Le verbe est lié à l'adjectif, qui est lié au nom, qui est lié au déterminant. Tout ça, il y a une espèce de réseau là, dans la tête de nos élèves. Et nous, on veut venir bousculer un peu cet échafaudage de connaissances-là, parce que cet échafaudage de connaissances-là nuit aux apprentissages. Les élèves n'osent pas déstabiliser leurs connaissances parce qu'ils ont peur de ne plus savoir, en fait. Mais là, on les force à ça. Et c'est pour ça qu'on met ça vraiment au début. Et surtout, on n'abandonne pas nos élèves après une controverse constructive. Il faut absolument venir dire aux élèves, voici c'était quoi la bonne réponse. OK, voici où on était, et la réponse parfois c'est « Ah, ben là, ça c'est un cas ambigu, ça peut être à la fois adjectif et autre. » Tu sais, ça se peut, il y a des cas comme ça en grammaire qu'on peut rencontrer. On fait moins ça au primaire, on va peut-être plus aborder nos cas litigieux comme ça au secondaire. Mais l'idée, c'est quand même de donner une réponse aux élèves, quitte à faire même une séquence d'enseignement ensuite pour pouvoir approfondir la notion avec eux. Puis, bon, moi, je veux aborder la controverse constructive dans ma classe. Là. Par quoi je commence? La première des choses à savoir, c'est que c'est une activité comme beaucoup des activités qu'on va présenter dans nos capsules qui demandent une certaine préparation, une certaine planification. Fait qu'on ne peut pas se dire « Hey, je fais une controverse constructive en 5 minutes. » Jason de l'adjectif. C'est ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir réfléchi à ce qu'on veut faire. D'abord, il faut réfléchir à la notion qu'on décide de mettre à controverse. Ça prend du temps de la controverse en classe, puis ça prend aussi du temps de reconstruction, je dirais, après l'avoir fait. Donc, on ne peut pas le faire pour toutes les notions. Il faut réfléchir dans mon année scolaire, quels sont les nœuds, les notions problématiques que je dois travailler dans cette année-là. Est-ce que c'est, par exemple, l'adjectif que je veux approfondir, ou le nom, ou le verbe, ou est-ce que c'est la notion de sujet, ou la notion de complément direct, là, tu sais, je m'en vais vers le secondaire, là. Toutes les notions, d'ailleurs, s'y prêtent bien. Hein. Ça pourrait même être la phrase interrogative. Donc, ça peut porter sur des phrases ou sur des fonctions grammaticales ou des classes de mots. Bref, je réfléchis à ma notion parce que c'est une notion centrale dans mon année scolaire. Et ensuite, je m'informe sur cette notion, hein, que je dois la maîtriser. Je dois la maîtriser. Là. Les élèves, ils vont vous poser des questions. Là, c'est moi le modèle. Exactement. Donc, il faut quand même être en bonne maîtrise de notre notion pour le niveau auquel on s'adresse. Mais surtout, on doit penser au piège dans lequel tombent nos élèves. Tu sais, c'est quoi les erreurs qu'ils font tout le temps à propos de cette notion-là? Je vais vous donner l'exemple du participe passé parce que c'est quand même assez bien connu. Si on demande à un élève, c'est quoi pour toi un participe passé? Il y en a qui vont nous dire, un participe passé, ça finit en « et ». Ça veut dire que si je propose un mot qui est un participe passé en « i » ou en « u » ou en « un », il ne le verra pas parce que pour lui, ça finit en « et ». Donc déjà, je pourrais avoir dans mes petits cas là, à lui présenter un cas ou deux dans lequel j'ai un participe passé, mais qui n'est pas avec une finale en « et ». Je pourrais aussi avoir un mot qui finit en « et », comme « santé », par exemple, mais qui n'est pas un participe passé du tout, mais il finit en « et ». Là, ça se peut, je vous le dis parce qu'on l'a expérimenté, que des élèves de secondaire 1, secondaire 2 disent « Non, ça, c'est un participe passé, c'est sûr, ça finit en « et ». Donc, on peut jouer sur cette représentation-là. Fait qu'il faut, quand on est en planification, réfléchir à ça, dans quel piège nos élèves tombent et qu'est-ce que je voudrais défaire comme nœud autour de cette notion-là dans mon année scolaire. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, c'est beaucoup plus facile. On peut trouver des énoncés. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein? 6, 7, 8, 10, gros maximum, parce que ça va discuter fort.
Puis, on a juste à observer comment nos élèves réagissent avec ces énoncés-là. Et pendant que nos élèves réagissent en équipe, ben nous, on circule, puis on favorise le questionnement, puis... Ce qui est super important, là, mon conseil le plus important lorsqu'on est en pilotage en classe, c'est qu'il faut absolument pas répondre aux questions des élèves. Puisque c'est comme une représentation, on parle de représentation depuis tantôt, de conception forte. Les élèves, quand ils savent pas quelque chose ou qu'ils comprennent pas quelque chose, ils posent une question. Et là, nous, notre travail, c'est de répondre à la question des élèves. Puis là, il faut pas faire ça. Donc, il faut créer cette frustration chez l'élève d'être obligé de trouver la réponse par lui-même. Ben, si, par exemple, un élève me dit « Ça, madame, est-ce que c'est un adjectif? » Je peux lui répondre « Qu'est-ce que tu en penses? » Exactement. Okay. Et il faut surtout pas laisser entendre d'aucune façon la réponse. Parce que si vous faites ça, vous court-circuitez toute la discussion. Même dans vos équipes, il faut réfléchir à ça. Tu sais, mettre une équipe avec un élève plus fort, reconnu comme fort par ses pairs, avec d'autres élèves, bien, à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, les autres vont dire « Ah oui, ça doit être comme ça. » Donc, il n'y en aura plus de discussion entre les élèves. Alors, quand on construit nos équipes, il faut penser à mettre nos élèves un petit peu plus forts ensemble, nos élèves réguliers ensemble, puis nos élèves plus faibles ensemble, pour pas qu'il y ait qu'il y ait une espèce d'expertise qui se crée, là, parce que sinon, la discussion, elle vient de couper court, là. Ça m'amène à une question qui est particulière parce que c'est comme si j'entendais penser les gens qui nous écoutent. Le temps. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne à passer un temps précieux à faire émerger cette controverse? Oui. Qu'est-ce que ça nous donne? J'aimerais ça convaincre les gens de le faire, cette controverse-là, parce que ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce qu'après, lorsque la controverse elle est terminée, puis que les élèves ont passé une demi-heure à s'obstiner, puis ils s'obstinent, hein, il y a des vraies discussions, à chercher la réponse, à essayer de nous tirer les verres du nez, puis on leur dit pas, à espionner le voisin d'à côté, de l'équipe d'à côté, parce qu'on peut même autoriser ce genre de petits coups d'œil pour essayer de résoudre, dans le fond, les problèmes grammaticaux qu'on leur soumet. Quand c'est terminé, ils veulent savoir. Et là, tout à coup, on a réussi à créer de la curiosité à l'égard de la langue. Ce qui est un élément important dans l'apprentissage, la curiosité. Déjà, personne n'aime ça être déstabilisé. Fait qu'ils sont déstabilisés, ils pensaient savoir, ils réalisent qu'ils ne savent pas vraiment. Puis là, ils veulent combler ça, là. Ils veulent savoir, ils veulent se réassurer pour resolidifier leur connaissance. C'est pour ça que la pire erreur à faire, c'est de faire une controverse, la cloche sonne, c'est terminé. Et là. Là, eux autres, ils partent là, avec toutes leurs questions, leurs questionnements, puis on n'a pas réussi à ramener ça, là. Mais si on réussit à faire ça, bien après ça, tu pourrais enseigner de la façon la plus plate possible. Les élèves, ils trouveraient quand même un intérêt parce que tout à coup, OK, là, je comprends mieux là, maintenant pourquoi dans tel cas ou dans tel autre cas. Mais on ne souhaite pas un enseignement plat. Non, on souhaite que ça soit quand même le fun après. Est-ce qu'il y a des obstacles à mettre en place cette controverse? Oui, il faut faire attention. Bien, le premier point, je pense, à prendre en considération, c'est que nos élèves doivent avoir minimalement quelques connaissances à propos des concepts ou des notions qu'on met en analyse. T'sais, si l'élève ne sait pas du tout c'est quoi un adjectif, puis il n'a jamais entendu parler de ça de sa vie, ça ne sert à rien de faire une controverse. Là. Il ne se passera rien. On ne vient pas déstabiliser un réseau de connaissances. Il n'existe pas encore vraiment ce réseau de connaissances-là. Donc, c'est pas très pertinent de faire ça dans les premiers cycles du primaire. Mais au troisième cycle du primaire, peut-être même des fois un petit peu au deuxième cycle, mais disons au troisième cycle du primaire puis au secondaire, et avec des adultes, ça fonctionne vraiment bien parce qu'ils ont eu de l'enseignement et il y a des fausses représentations qui se sont un peu cristallisées dans le temps et qui sont difficiles à défaire. Puis ça vient vraiment jouer à ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment le premier, c'est pas un obstacle, mais il ne faut pas faire ça avec des élèves qui ont peu de connaissances. Et l'expérience aussi nous montre que des élèves qui sont plus faibles en français
adoptent cette technique à fond la caisse. Parce que dans le fond, pour une fois, ils réalisent que tous les petits doutes qu'il y avait dans leur vie à propos des notions de ne pas savoir, il y en a plein qui partagent, dans le fond, eux aussi, ces questionnements-là. Puis à discuter ensemble, ils se sentent comme valorisés, en fait, dans leur perception, représentation de la langue. Puis ils sortent de cette activité-là, paradoxalement, comme plus en confiance. En plus, souvent, il y en a qui sont des bavards là-dedans. Fait que là, tout à coup, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de s'obstiner, de bouger. Donc, ça marche vraiment très, très bien. Là où des fois, avec des profs de français, au secondaire en particulier, on a pu rencontrer certains irritants, là, je dirais, c'est avec des groupes très forts. Tu sais, PEI, classe internationale, machin, là, des élèves qui sont... Pourquoi? Parce qu'eux apprennent très bien dans une façon plus conventionnelle. Puis, et ils sont aussi paresseux que les autres élèves, je m'excuse de dire ça. Et donc, d'être obligé de s'obstiner et de remettre en question ce qu'ils savent, tout à coup, disons, leur déplaisir est plus grand. Puis là, ils sont fâchés de constater qu'ils ne savaient pas finalement tant que ça les notions. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, parce que je vois que tu fronces des sourcils. C'est très clair, mais je me dis, si j'enseignais au PEI, j'aurais quand même le goût de l'essayer. Ah oui. Il faut les bousculer, nos élèves de PEI. Ils sont capables d'aller plus loin, mais sachez que ça se peut qu'au début, ils se sentent encore plus déstabilisés que nos élèves faibles qui, de toute façon, ont déjà l'impression de rien comprendre. Donc, ça les déstabilise un petit peu moins. Nos élèves forts, ça les déstabilise plus. Mais il ne faut pas s'empêcher de le faire parce que moi, je fais cette technique-là à chaque fois que j'enseigne en formation continue avec des enseignantes de français. Oh, donc ça doit être très intéressant. Bien, c'est très intéressant. Moi, je choisis des énoncés corsés pour des enseignants de français. Je ne prends pas des énoncés plus faciles que j'aurais mis à des élèves du secondaire ou du primaire. Mais ces énoncés corsés-là, ça fait en sorte que les enseignantes, ils s'obstinent, là. Puis là, ils sont là, mais voyons, ça fait 25 ans que j'enseigne le français, puis là, j'ai l'impression que je ne sais plus c'est quoi la notion. Je doute. Puis moi, ça me permet après ça de venir faire mon enseignement de façon beaucoup plus efficace parce que là, le doute a été semé. Puis j'ai de la place là, maintenant pour pouvoir planter autre chose puis transformer leur représentation. De mémoire, là, une seule fois dans ma vie, ça finit en chicane. Une seule fois? Oui. Un groupe d'enseignantes de français où le ton a un petit peu monté. Là. On voyait qu'il y avait des camps, disons, qui s'étaient créés entre les représentations où il a fallu que je vienne rappeler qu'on parlait quand même bien juste ici d'une notion de grammaire, puis il n'y avait pas besoin de partir en guerre l'une avec l'autre. Mais en général, c'est pas des conflits personnels qui se créent, c'est plus des Colin, on n'arrive pas à résoudre le problème, comment ça se fait? Là? Fait que... Des conflits cognitifs. Exactement. Ce qui nous amène à clore cette première capsule. Et en fait, on va traiter du conflit cognitif de manière très spécifique dans une prochaine capsule. Je vous remercie. Merci Priscilla. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si vous voulez parfaire vos connaissances ou réécouter la capsule, vous allez sur YouTube, vous cherchez Prof Boyer. Merci. Merci beaucoup.